Ce qui devait rester enfoui revient hanter les esprits. Et si le nord de l'Europe n'était plus ce havre de paix que l'on croyait inébranlable? À Helsinki, la nervosité gagne du terrain. Depuis plusieurs semaines, les avertissements se multiplient. Déclarations officielles, réunions à huis clos, analyses qui fissurent les certitudes installées. On se rappelle les propos d'anciens ministres de la Défense qui, il y a à peine 2 ans, affirmaient encore que la menace à l'Est n'était qu'un spectre du passé. Aujourd'hui, ces mêmes personnalités revoient leur position face à l'accumulation de signaux préoccupants. Les cartes de sécurité, références d'hier, perdent soudain leur valeur. Les frontières de confiance s'estompent. L'équilibre d'hier vacille sous les yeux des décideurs. C'est un peu comme lors de la chute du mur de Berlin, lorsque tout ce qui semblait stable s'est effondré en quelques mois, forçant l'Europe à repenser sa sécurité collective. Un événement inattendu vient bouleverser la donne. Des images satellites révèlent la remise en activité d'une ancienne base militaire russe, tapie à quelques kilomètres de la frontière finlandaise. Là où la nature avait tout englouti, le sol s'ouvre de nouveau. Des convois de camions, des blindés, des infrastructures réanimées. Des images comparables sont déjà revenues hanter l'actualité lors de la crise de Crimée en 2014, où des bases jusque-là inactives ont soudain refait surface. Ce réveil n'a rien d'anodin. Pour les analystes, il marque un virage profond. La doctrine militaire russe se transforme, ses priorités migrent, et les mouvements sur le terrain le prouvent. Il s'agit d'une mutation structurelle, bien plus qu'une simple opération temporaire. On se souvient de cas similaires, par exemple le retour en activité de bases aériennes en Syrie qui a marqué l'engagement militaire russe au Moyen-Orient. Fermer les yeux, c'est risquer d'être pris de court par une accélération brutale de l'histoire. La stabilité du Nord, si longtemps acquise, est désormais fragilisée. Les Finlandais, jadis confiants dans leur neutralité, se retrouvent aujourd'hui au cœur d'un nouveau jeu géopolitique. Comment interpréter ce signal silencieux mais puissant? Quelles conséquences pour la Finlande, pour l'Europe du Nord et pour l'équilibre de toute la région? Ce sont les mêmes interrogations qui ont agité les pays baltes après leur adhésion à l'OTAN, face à la militarisation progressive de l'enclave de Kaliningrad. Derrière ce regain d'activité militaire, des enjeux majeurs se dessinent pour les gouvernements et la population. Il faut désormais comprendre quelles réponses sont possibles et à quel prix. On peut se demander par exemple si la Finlande devra revoir à la hausse son budget de la défense ou si une mobilisation partielle de sa population est envisageable. Pourquoi ce réveil maintenant? Comment d'anciennes ruines soviétiques, oubliées depuis des décennies, deviennent-elles soudain le centre de toutes les attentions dans le nord de l'Europe? Il n'y a pas si longtemps, des noms comme Carélie ou Kandalaksha évoquaient surtout des forêts interminables, des lacs brumeux et des vestiges militaires rongés par la mousse. Après la fin de la guerre froide, ces régions frontalières du nord-ouest russe étaient progressivement tombées dans l'ombre, perçues comme de simples reliques d'un passé révolu. On trouvait même des circuits touristiques proposant des visites de ces fantômes soviétiques pour les amateurs d'histoire contemporaine. Pendant près de 3 décennies, la Carélie et ses voisines incarnaient l'abandon. Routes fendues par la végétation, entrepôts désertés, bases militaires devenues des fantômes. L'activité stratégique semblait s'être évaporée, laissant place au mutisme des paysages et à l'oubli institutionnel. Les habitants des villages voisins racontaient à quel point ces lieux paraissaient figés hors du temps, presque irréels. La chute de l'Union soviétique, suivie du redéploiement des priorités russes vers d'autres frontières, avait transformé ces garnisons en sanctuaires vides. Personne n'imaginait que ces lieux pourraient redevenir un enjeu. Qui aurait parié sur la réactivation de ces sites poussiéreux, alors que toutes les menaces paraissaient venir d'ailleurs? Mais voici que, depuis moins d'une année, quelque chose bouge. Des images satellites captent un balai inattendu. Débroussaillage massif, routes ravivées, hangars rafistolés et surtout, apparition soudaine de dizaines de véhicules militaires flambant neufs. On évoque des camions, des engins de soutien, des équipements logistiques en nombre. Ce n'est pas sans rappeler la soudaineté avec laquelle la base de Pristina, au Kosovo, avait été investie par les troupes russes en 1999, prenant de court la communauté internationale.
ce n'est plus une simple opération de nettoyage. Tout indique la volonté de restaurer des capacités stratégiques, de réarmer ces bases dormantes. Pour les experts finlandais, il n'y a pas de hasard. Ce retour logistique et militaire n'est jamais innocent dans une telle région. Les autorités locales s'inquiètent aussi de l'impact sur la sécurité civile, rappelant les exercices de grande ampleur qui, par le passé, avaient perturbé la vie des habitants et bloqué des axes routiers entiers. Négliger l'héritage stratégique de ces garnisons, c'est accepter l'idée d'un flanc vulnérable pour le nord de l'Europe. Le réveil de Karélie et de Kandalaksha pourrait bouleverser l'équilibre régional, au moment même où la stabilité semblait acquise. On ne compte plus les réunions de crise organisées à la hâte au sein du ministère finlandais de la Défense, ni les consultations avec les alliés de l'OTAN. Que s'est-il donc réellement passé pour déclencher ce basculement? Et pourquoi cette région, autrefois oubliée, prend-elle aujourd'hui une telle importance? Pour comprendre cette transformation, il faut plonger dans les causes profondes de ce regain d'intérêt. Examinons maintenant les forces qui ont précipité ce changement soudain. Des dizaines de véhicules alignés, des casernes restaurées, d'immenses polygones d'entraînement. La scène évoque-t-elle une simple remise en état, ou bien les prémices d'un projet d'ampleur bien plus vaste? Les images satellites les plus récentes révèlent une vérité qui ne laisse guère de place au doute. Il ne s'agit pas d'un bricolage ni d'un rafistolage localisé, mais d'un chantier mené avec une précision méthodique. Des files de camions se déploient, des zones dégagées apparaissent, des bâtiments sont réhabilités et la logistique s'étend sur plusieurs hectares. Cette mobilisation de ressources dépasse largement l'ordinaire. Les plans détaillés, interceptés par certains services de renseignement, montrent une organisation digne des grandes périodes de mobilisation soviétique. Les analystes finlandais sont formels. Ce qui se met en place ici va bien au-delà de la réutilisation ponctuelle d'une ancienne base. Tout pointe vers l'existence d'un plan systémique, conçu pour durer et s'adapter. On ne parle pas de la rénovation de quelques bâtiments, mais bien de la remise en service complète d'infrastructures capables d'accueillir des unités entières, prêtes à être engagées à tout moment. Ce type de déploiement rappelle les stratégies du XXe siècle, lorsque la rapidité de mobilisation pouvait décider de l'issue d'un conflit. Selon ces experts, le scénario le plus crédible serait la création d'un nouveau corps d'armée. Cela signifie non pas quelques centaines, mais potentiellement plusieurs milliers de soldats, avec ce que cela implique. Casernes, dépôts, ateliers, parcs à véhicules et surtout de vastes polygones d'entraînement. La structure logistique observable ne laisse guère de doute. On prépare une force militaire taillée pour durer, prête à réagir sans délai. Les précédents historiques, comme le déploiement du groupement Nord pendant la Seconde Guerre mondiale, montrent à quel point la préparation logistique est cruciale dans ces régions rudes. Ce phénomène n'est pas isolé dans la seule Karélie ou la région de Kandalaksha. En recoupant avec d'autres chantiers constatés sur l'ensemble de l'arc nord-ouest russe, un schéma se dessine. L'émergence d'une nouvelle courbe stratégique qui redessine l'équilibre des forces le long de la frontière finlandaise et, au-delà, perturbe toute la stabilité du nord de l'Europe. On a vu des signaux similaires lors de la militarisation de la région arctique, avec la construction de ports militaires et de pistes d'atterrissage sur la côte nord de la Russie. Ignorer ou sous-estimer ces signaux, c'est s'exposer à une surprise stratégique dont le prix, pour la Finlande et tout le flanc nord de l'Europe, pourrait être colossal. Sécurité fragilisée, stabilité menacée, ressources vitales en jeu. Rappelons-nous l'exemple de la Géorgie en 2008, où la surprise n'a laissé que peu de temps aux réactions diplomatiques et militaires. Mais pourquoi la Russie entreprend-elle ces mutations précisément maintenant? Quelle logique géopolitique explique l'accélération soudaine de ces chantiers aux abords de la Finlande? Pour comprendre cette dynamique, il faut plonger dans la lecture stratégique russe du théâtre nordique. Les raisons profondes de cette transformation remontent à des enjeux bien plus anciens, où histoire, ressources et ambition se mêlent. On pense à l'importance des matières premières dans la région, notamment le nickel et les terres rares, qui font l'objet de toutes les convoitises. Le Nord militarisé, simple reflet des tensions mondiales ou signal d'un futur ordre régional. Ce qui se joue aujourd'hui dans le nord de l'Europe n'est pas un épisode isolé, mais une inflexion durable dans la stratégie russe.
Pour Moscou, renforcer sa présence à cette frontière n'est plus facultatif. C'est désormais une priorité assumée, pilotée depuis le sommet de l'État. Les discours récents de hauts responsables russes insistent sur la nécessité de défendre les intérêts vitaux dans le Grand Nord. Ce recentrage n'a rien de neutre. Il révèle la volonté de projeter puissance et contrôle dans des territoires autrefois paisibles. Les nouveaux drones et capteurs sophistiqués ne sont pas de simples gadgets. Ils s'imposent comme pivot de la doctrine russe, installée dès la relance des garnisons et la réhabilitation des infrastructures. Les systèmes de surveillance électronique, capables de suivre les mouvements sur des centaines de kilomètres, illustrent ce changement de paradigme. Face à cette mutation, la Finlande ne reste pas passive. Depuis son adhésion à l'Alliance Atlantique, elle analyse chaque changement venu de l'Est. Helsinki accélère la modernisation de ses défenses, investit dans des équipements de pointe et multiplie les exercices conjoints avec ses partenaires. Désormais, la sécurité nationale exige plus qu'une posture symbolique. Il s'agit d'une adaptation profonde et durable. Par exemple, l'achat récent de chasseurs F-35 et de systèmes antimissiles de dernière génération atteste de cette volonté de se préparer à tous les scénarios. Le réveil des anciennes bases soviétiques n'est donc pas une réaction passagère. Il s'inscrit dans une stratégie de long terme, visant à redéfinir le rapport de force militaire dans toute la région nordique. Routes refaites, stocks reconstitués, surveillance accrue. Chaque action prépare une nouvelle réalité stratégique où la frontière devient un enjeu central du jeu des puissances. Les observateurs rappellent que chaque kilomètre de route réhabilité peut servir à déplacer rapidement des troupes et du matériel lourd en cas de crise. Le nord européen n'est plus une marge oubliée. Il devient un terrain de compétition active, où chaque avancée technologique ou déploiement militaire pèse lourd. Laisser l'adversaire décider seul du visage de cette zone, c'est risquer gros. Influence régionale, stabilité nationale, accès aux ressources rares, tout est en jeu. Les exemples récents de tensions autour du passage du Nord-Est, la route maritime arctique, montrent à quel point la maîtrise de ces espaces est stratégique. Pour les Nord-Européens, la question est désormais vitale. Comment éviter d'être réduit au rôle de simples observateurs? Attendre, c'est s'exposer à des pertes d'autonomie, de sécurité, voire de voies politiques à moyen terme. La course est ouverte, et l'improvisation n'a plus sa place. On se souvient de la rapidité avec laquelle la Suède et la Finlande ont rétabli le service militaire obligatoire après l'annexion de la Crimée. L'attention du continent se tourne vers le nord, où les choix faits aujourd'hui détermineront l'équilibre de demain. Mais quelle réponse concrète peut apporter l'Europe face à cette nouvelle donne? Se préparer à l'imprévisible, c'est déjà refuser d'être simple spectateur. L'histoire montre que ceux qui anticipent les changements sont mieux armés pour traverser les tempêtes. Comme lors de la crise des missiles de Cuba, la vigilance et la préparation ont permis d'éviter l'escalade. Dans le nord de l'Europe, les lignes bougent sans éclat, mais chaque signe compte. Croire qu'il ne s'agit pas encore d'une crise ouverte serait rassurant, mais trompeur. Baisser la garde face à ces mutations silencieuses reviendrait à ignorer le vrai danger, celui qui avance masqué, à petits pas. Les experts parlent de guerre hybride, où la frontière entre paix et conflit se brouille chaque jour un peu plus. Les signaux faibles s'accumulent. Quelques bases rouvertes, des infrastructures modernisées, une présence accrue. Rien d'assourdissant, mais tout est porteur de sens. Seuls les plus attentifs sauront lire, derrière la routine apparente, la préparation d'une nouvelle ère stratégique. On se souvient de la doctrine du petit pas, chère à certains stratèges russes. Avancer sans provoquer de réaction majeure, mais ne jamais reculer. La vigilance est la première leçon, autant pour les citoyens que pour les décideurs. Observer, comprendre la logique de ces restaurations, et anticiper, sans se laisser tromper par la lenteur. Les crises ne surgissent pas toujours dans le vacarme. Souvent, elles se préparent dans le silence, nourries par l'aveuglement ou le déni. Les archives du XXe siècle regorgent d'exemples où les signaux d'alerte ont été ignorés, parfois avec des conséquences dramatiques. Il devient vital de renforcer la veille stratégique, d'approfondir la coopération régionale et d'adapter constamment nos doctrines militaires. La stabilité du Nord ne dépendra jamais d'une unique décision,
mais de la capacité collective à s'informer, échanger et réagir sans attendre l'irréversible. Les échanges d'informations, la mutualisation des ressources, la modernisation des pratiques ne doivent plus rester théoriques. Par exemple, la création d'un centre d'analyse commun entre la Finlande, la Suède et la Norvège permettrait de détecter plus rapidement toute anomalie. Détecter à temps les mutations structurelles évite le piège des réactions tardives, qui coûtent cher en moyens et en vies humaines. Rapidité d'analyse et anticipation doivent devenir la norme, car chaque retard se paie lourdement dans cette zone sensible. L'histoire de la Pologne en 1939 illustre tragiquement ce que coûte un manque d'anticipation. L'avenir du Nord se joue déjà, dans notre aptitude à lire les micro-événements, à remettre en cause ce que l'on croyait figé, à réinventer la sécurité collective. Tant que l'on reste passif, la marge de manœuvre se rétrécit et le risque grandit. Refuser d'agir, c'est choisir de subir. Alors, comment transformer la lucidité en action, individuellement ou collectivement? Pour chacun, une seule question demeure, face à la nouvelle donne. Mais que se passe-t-il concrètement sur le terrain, et comment les sociétés nordiques réagissent-elles à cette pression nouvelle? Passons maintenant des analyses aux faits. Le Nord n'est plus une marge oubliée. Ignorer la carte actuelle, c'est risquer de s'égarer demain. Dans les écoles finlandaises, par exemple, les exercices d'alerte sont redevenus fréquents, rappelant ceux pratiqués au plus fort de la guerre froide. Les médias locaux alertent sur la nécessité de renforcer la résilience civile, en incitant les familles à constituer des stocks de nourriture et d'eau pour plusieurs jours. Pendant des décennies, l'Europe du Nord semblait vivre à l'écart des tensions, protégée par l'héritage de la guerre froide. Ce confort vacille. Chaque nouvelle base en Carélie, chaque convoi d'équipement, rappelle que la sécurité est redevenue fragile. Les municipalités des régions frontalières organisent désormais des réunions publiques pour expliquer les consignes à suivre en cas de montée des tensions. On redécouvre des gestes oubliés comme la constitution d'abris souterrains ou la révision des plans d'évacuation. Ne pas voir ces signaux, c'est choisir la passivité et accepter que d'autres dessinent de notre avenir. Laisser filer ce moment, c'est s'exposer à payer le prix fort, politique, économique, humain, d'une crise subie plutôt que préparée. Les entreprises du secteur énergétique, conscientes de leur vulnérabilité, investissent dans la sécurisation de leurs infrastructures, suivant l'exemple des pays baltes face aux cyberattaques. L'heure n'est plus aux murmures inquiets, mais à la vigilance collective. S'informer, débattre, questionner ses dirigeants n'est pas céder à la peur, c'est exercer sa responsabilité de citoyen. Seule la lucidité permettra d'éviter l'imprévu. Les réseaux sociaux, souvent critiqués pour leur rôle dans la propagation des rumeurs, peuvent aussi devenir des outils précieux de mobilisation et d'alerte, à condition d'être utilisés avec discernement. Chacun peut refuser l'attentisme, partager ses enjeux, interroger, rester attentif à l'évolution régionale. Car dans cette nouvelle réalité nord-européenne, comprendre, c'est déjà agir. Les communautés locales, en organisant des ateliers de préparation aux situations d'urgence, montrent l'exemple d'une société qui refuse la fatalité. Le Nord change. À nous d'être acteurs, pas simples témoins. L'histoire nous enseigne qu'aucune paix n'est acquise pour toujours, et que la vigilance, la préparation et la solidarité restent nos meilleurs remparts contre l'incertitude.